Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver pour cette émission « Il était une fois ». Ce soir, nous accueillons Bruno Humbeek. Bonsoir Bruno Humbeek. Vous venez de publier « Éduquer à l'émerveillement ». Alors, est-ce que cette capacité d'émerveillement est universelle ? Alors, elle vient avec notre venue au monde, en gros, hein, c'est-à-dire on peut même penser qu'elle a un avantage évolutif. Hein. Les enfants naissent avec une capacité de s'émerveiller et c'est ce qui va leur donner envie de grandir, hein, la capacité spontanée de s'étonner d'être au monde et d'éprouver du plaisir dans cet étonnement d'être au monde. Et vous écrivez d'ailleurs « Chaque adulte contient un enfant ». Alors on contient un enfant susceptible de s'émerveiller, hein, et d'ailleurs tous les grands maîtres de l'émerveillement, hein, prenez Jules Verne, Tolkien ou J.K. Rowling, avaient tous un chemin balisé vers l'enfance qui existait en eux. Jules Verne a écrit des livres en espérant pouvoir publier pour des adultes, mais en réalité il a longtemps été considéré comme un écrivain pour la jeunesse. Tolkien écrivait en même temps un livre pour les adultes et pour les enfants, il les a mélangés, et J.K. Rowling elle a montré effectivement comment en maintenant vivaces les chemins vers l'imaginaire, on pouvait effectivement s'adresser à des enfants et des adolescents en mêlant finalement un regard d'enfant avec celui d'un adulte. Et contrairement aux idées reçues, se poser, s'arrêter, prendre le temps, ce n'est pas perdre son temps. Alors c'est indispensable de le faire. Vous ne pouvez pas vous émerveiller dans la précipitation. Il faut prendre le temps, par exemple, de s'imprégner au niveau de toutes ces sensations, au niveau de toutes ces émotions d'un paysage. Hein, prendre le temps de s'arrêter. On est tous trop pressés. Hein, le matin, on vient travailler, etc. Aller chercher les petits moments d'émerveillement. S'arrêter devant un paysage pendant quelques minutes, s'en imprégner, et puis repartir. Mais d'abord, s'imprégner de ce paysage, qui ne doit pas être un paysage spectaculaire. Hein. L'émerveillement, ce n'est pas le spectaculaire, ça peut être le bucolique, par exemple, hein, c'est-à-dire ce qui va nous donner le sentiment, finalement, d'avoir un accès positif vers le bonheur serein. Ça, c'est le paysage bucolique, qui vont nous donner plus que les paysages sublimes ou somptueux. Ce sont les paysages bucoliques qui vont nous le donner. Et est-ce que le fait que l'émerveillement soit fugace n'est pas aussi ce qui fait sa valeur ? Alors, on ne possède pas ce qui nous émerveille. Hein. Si vous regardez une œuvre humaine, c'est-à-dire une peinture, ou une œuvre naturelle, c'est-à-dire un paysage, si vous le faites avec le regard d'un spéculateur, c'est-à-dire vous cherchez à obtenir ou à fixer le prix de cette peinture, ben vous aurez très très peu d'accès à l'émerveillement. L'émerveillement, c'est le bonheur que l'on éprouve de ce qu'on ne possédera sans doute jamais et qu'on ne cherchera même pas à posséder. Donc il ne faut pas nécessairement posséder les codes d'une œuvre d'art, par exemple. Certainement pas. D'ailleurs, le plaisir étonné, et le mot étonnement suppose effectivement, ce n'est pas quelque chose de convenu. On le voit d'ailleurs, hein, si vous voulez être sûr de ne pas vous émerveiller, quand vous allez au Louvre, n'allez pas voir la Joconde, vous mettre devant un amoncellement de personnes qui vont voir la peinture qu'il faudrait aller voir. Allez plutôt chercher celle qui va vous émouvoir et que vous aurez l'occasion de contempler dans un relatif isolement et dans une forme de silence qui est plus propice à l'émerveillement. Bruno Humbeek, en quoi le selfie est-il l'anti-émerveillement par excellence ? Alors, parce que l'émerveillement suppose l'effacement de soi. C'est-à-dire, il n'y a rien de pire qu'un beau paysage avec une tête devant qui peut être tout aussi jolie qu'on imagine, hein, mais qui va gâcher ce sentiment l'on a de s'effacer face à plus grand que soi ou face à ce qui nous contient. C'est pour ça d'ailleurs que l'émerveillement face à la nature qu'on doit réapprendre, ben c'est une façon d'avoir le sentiment de participer à un ensemble, à un grand tout, qui a un effet très positif sur l'estime de soi. On sait que les personnes capables de s'émerveiller ont une estime d'elles-mêmes plus stable que les autres, parce que elles se disent « je fais partie de cette merveilleuse nature », mais j'en fais partie. Et elle me contient en même temps, et donc on a ce sentiment d'appartenir à un grand tout, et c'est ce qui justifie cette forme d'émerveillement, mais pas je suis devant ce grand tout et je prends la position centrale par rapport à cet univers. Et justement, quels sont les pièges à l'émerveillement que vous épinglez ? Alors, la précipitation, la brutalisation du rapport qu'on a avec le monde. Hein. Il ne faut pas vouloir aller rapidement, il faut prendre son temps, il faut accepter ce luxe merveilleux qu'est le silence, et surtout le silence que j'appelle le silence de la nature, c'est-à-dire la nature n'est pas silencieuse en réalité, mais celle qui permet d'entendre le chant des oiseaux. Vous savez, l'être humain a actuellement quelque chose de merveilleux, c'est qu'il est capable d'aller faire des balades en forêt sans que son attention
ne soit mobilisé par la présence éventuelle de prédateurs. Et donc, on est dans cette forme d'attention qui est celle qui repose le mieux le cerveau. Hein. C'est pour ça que les Japonais prescrivent des bains de forêt. C'est cette forme d'attention flottante qui, de temps en temps, devient focalisée, mais qui permet simplement de dire bah, « tiens, là, j'écoute un peu le chant des oiseaux, ou là, je fais attention à quelque chose ». Mais de manière générale, c'est une attention flottante. C'est pour ça que quand vous allez vous balader en forêt, surtout ne prenez pas de portable avec vous. Parce que le portable, c'est celui qui va en permanence être susceptible d'accrocher votre attention. Et votre cerveau le sait, si vous avez un portable en poche, il va simplement se mettre en situation de vigilance. Et la capacité de s'émerveiller, elle est beaucoup plus favorable lorsqu'il y a cette forme d'attention flottante qui nous rend ouverts à tout. Alors, dans votre livre « Éduquer à l'émerveillement », vous faites la part belle à la poésie. Hein. Pourquoi vous touche-t-elle tant? Alors, elle me touche parce que c'est la manière d'habiter poétiquement le monde, hein, c'est-à-dire une manière d'être dans ce monde, de prendre le temps de le regarder, de le contempler et puis de le décrire. C'est comme ça qu'on fait d'ailleurs des souvenirs. Hein. Le petit truc pour faire un souvenir, c'est certainement pas de filmer ou de faire une photo. C'est de regarder, d'imprégner avec l'ensemble de ses sens ce qu'on va regarder et puis de le décrire ou de l'écrire. Hein. Écrire, c'est une façon de décrire au sens plein du terme. Et si vous décrivez avec des mots qui ont une vocation poétique. Hein. Je ne me prétends pas poète, loin de là. Hein. J'essaye simplement d'avoir un regard poétique sur les choses, parce que c'est ce regard poétique sur les choses qui les rend merveilleuses. Elles ne sont pas nécessairement merveilleuses en elles-mêmes, mais si vous avez un regard poétique sur les choses, vous pouvez décrire n'importe quoi, ça devient un objet poétique. Les Japonais le montrent très très bien lorsqu'ils parlent de la poignance des choses, c'est-à-dire la manière dont on peut les regarder pour les investir de poésie, parce que la poésie existe dans notre regard, pas dans la chose qui est regardée. Et donc l'important, c'est le regard que l'on pose sur le monde. C'est le regard que l'on s'autorise à porter sur le monde parce qu'on prend le temps de s'extraire de ce monde tout en participant à ce monde. Et ce sont ces moments de pause dont notre cerveau a un urgent besoin. Le stress vient essentiellement des appels du pied de notre cerveau qui nous dit attention, il faut mettre sur pause, il faut prendre le temps il faut te donner le temps de contempler, le temps de se soustraire de la fureur du monde, de sa brutalité et de son bruit. Et ces pauses permettent aussi davantage d'intériorité. Alors d'intériorité, mais une intériorité qui n'est pas la contemplation, c'est pas l'inaction, hein, c'est ce qui va vous rendre actif dans le monde parce que vous aurez la force pour l'être. Pour être actif simplement parce que votre cerveau tout simplement va se ressourcer. Le fait d'avoir ce qui est quelque chose de vital pour n'importe quel être vivant, c'est la capacité d'avoir un abri. Ça fait partie des besoins élémentaires, c'est à ça qu'on reconnaît les zoos qui sont soucieux du bien-être animal de ceux qui ne le sont pas. Dans un zoo soucieux du bien-être animal, vous ne serez pas sûr de voir les animaux parce qu'ils auront la capacité de se mettre à l'abri dans ces espaces où effectivement on peut être sur pause parce qu'on est à l'abri des prédateurs pour un animal, mais nous aussi de tout ce qui va à un moment donné stimuler de manière excessive le cerveau. Et donc ce sont ces manières de se mettre aux abris qui vont nous permettre de cultiver les capacités de s'émerveiller. Et on peut se mettre à l'abri par exemple dans un livre, en lisant un livre qui est un merveilleux abri d'intériorité. Dernière petite question, la bonne humeur, elle ne se commande pas, mais elle peut quand même se choisir. Elle peut se choisir, on peut choisir effectivement, et on va d'autant plus se mettre de bonne humeur, c'est-à-dire, je préfère plutôt dans de bonnes dispositions d'esprit, plutôt que de bonne humeur, parce que l'humeur c'est quelque chose d'un peu versatile. La disposition d'esprit, c'est le temps que vous vous accordez, parce que vous vous donnez une forme même presque de discipline. Vous savez, je vous parlais tout à l'heure du paysage, c'est presque une discipline qu'on doit se donner, plutôt que de filer vers mon arrêt de bus, je vais partir un tout petit peu plus tôt et je vais m'arrêter quelques minutes devant un paysage et je vais m'obliger à le faire tous les matins. Et bien là, je vais effectivement nourrir en permanence cette capacité de m'émerveiller. Et la régularité, évidemment, conforte les sensations aussi. Le rythme et l'habitude positive. Hein. Il faut qu'on puisse avoir des habitudes positives, des rendez-vous avec ces moments de contemplation, avec ces moments de mise à l'arrêt finalement de la brutalité du monde, de sa précipitation et de sa fureur excessive. Donc l'émerveillement pour tous les âges. Pour tous les âges, mais les enfants sont des maîtres en émerveillement. Nous, on risque de perdre un petit peu si on se laisse un tout petit peu manger par une réalité qui est trop brutale ou par l'impression ou la sensation qu'on a qu'il faut tout comprendre, tout expliquer en permanence. Le merveilleux, par nature, ne s'explique pas et laisse une place au doute. C'est pour ça qu'un scientifique comme Hubert Reeves, par exemple, qui va vous dire ce qu'il connaît des étoiles, mais qui va laisser la place au merveilleux, contient toujours quelqu'un qui ressemble à un poète. Et vous, qu'est-ce qui vous émerveille alors ? Alors tout peut m'émerveiller si on me laisse le temps de le faire et si je ne suis pas précipité pour le faire. Je suis émerveillé par énormément d'œuvres littéraires, mais aussi par toute la nature
partout où elle peut se cacher. Hein. Ça peut être une petite plante. On était tout à l'heure dans un studio où il y avait un tout petit cactus. Eh bien, j'ai trouvé ce cactus absolument merveilleux. Eh bien, Bruno Imbeek, merci de nous avoir rejoints ce soir. Éduquer à l'émerveillement a été publié aux éditions Racine. Merci à vous de nous avoir suivis. Si vous souhaitez revoir cette émission ou une précédente, il suffit de vous rendre sur le site Ovio ou sur celui de Catobel. À très bientôt pour une prochaine rencontre. Bonsoir.